Il y a des phrases, vous savez, qui agissent comme une clef dans une serrure rouillée. Elles n'ouvrent pas une porte, non. Elles ferment un monde. Toute une vie de souvenirs, de sacrifices silencieux de mains tendues, tout cela peut être balayé par quelques mots prononcés avec le plus grand calme. Pour moi, cette phrase a été prononcée par ma propre fille Chloé, dans la lumière froide et impersonnelle de l'étude d'un notaire. Ces mots, je les entends encore résonner dans le silence de mes nuits. Ils étaient à la fois un verdict et une libération, mais à ce moment-là, je ne le savais pas encore. Je ne savais pas que le chagrin le plus profond peut parfois être le terreau d'une force que l'on ne soupçonnait pas. Tu ne fais pas partie de la famille, tu es seulement resté parce que c'était pratique. Ma fille a dit cela en signant les derniers documents de la succession. Son mari Marc est resté silencieux, le regard fixé sur la table en acajou. J'ai simplement apposé ma propre signature sur une autre feuille, puis je suis partie sans un mot. 3 semaines plus tard, elle a découvert la véritable nature de ce que j'avais signé. Je suis heureuse de vous avoir ici. Suivez mon histoire jusqu'au bout et commentez avec le nom de la ville depuis laquelle vous m'écoutez pour que je puisse voir jusqu'où mon récit a voyagé. La pluie fine de novembre crépitait contre mon pare-brise alors que je me garais sur le parking de l'étude notariale. Mes mains rendues gourdes par l'arthrose serraient le volant bien plus fort que nécessaire. C'était en partie à cause de la douleur, une compagne familière et lancinante, mais surtout à cause de cette angoisse qui me rongeait l'estomac depuis le matin. Je ne savais pas exactement pourquoi Chloé m'avait convoqué aujourd'hui pour ses signatures, mais le ton qu'elle avait employé au téléphone ne laissait aucune place aux questions. Sois là à 15 heures, maman. Et ne sois pas en retard. Ces papiers ont besoin de ta signature. J'ai coupé le moteur et je suis restée assise un long moment à regarder les gouttes de pluie faire la course sur la vitre. À 65 ans, je pensais avoir dépassé le stade où l'on se sent comme une enfant réprimandée. Apparemment, à l'intérieur, on ne le dépasse jamais tout à fait. La secrétaire a à peine levé les yeux quand j'ai secoué la pluie de mon parapluie dans le porte-parapluie en laiton. « Ils vous attendent dans le salon BAT », elle dit sans s'embarrasser de formules de politesse. Le couloir m'a paru plus long qu'il ne l'était en réalité. Chaque pas en avant portait le poids de quelque chose de définitif. Je le sentais depuis des mois maintenant. Ce changement subtil dans la façon dont Chloé me regardait. La manière dont les conversations s'arrêtaient net quand j'entrais dans une pièce. Les discussions chuchotées entre elle et Marc le soir quand il me croyait endormie. J'ai frappé doucement avant d'entrer. Ils étaient tous les deux là. Chloé dans son tailleur pantalon bleu marine impeccable, et Marc à côté d'elle, son attention entièrement fixée sur une pile de documents. Aucun des deux ne s'est levé quand je suis entrée. « Tu as 5 minutes de retard », a dit Chloé sans lever les yeux de son téléphone. « Je suis désolée, la pluie. » « Ce n'est pas grave. Assieds-toi. Nous avons des choses à faire après. » Je me suis installée sur la chaise rigide en face d'eux, posant mon vieux sac à main sur mes genoux. Pendant un instant, le seul bruit fut le froissement du papier tandis que Marc disposait les documents devant moi. « Ce sont les derniers actes pour la répartition de la succession de papa », a expliqué Chloé, sa voix clinique presque médicale. « Nous avons déjà tout passé en revue. Ce n'est qu'une formalité pour transférer les actifs restants. » J'ai hoché la tête, bien que je sache qu'il y avait plus que cela. Après avoir perdu mon Jean-Pierre il y a 4 ans, j'avais emménagé chez Chloé et Marc pour les aider avec le petit Léo, ce qui avait commencé comme un élan d'amour de grand-mère, préparer les petits déjeuners, gérer les sorties d'école, lire les histoires du soir, s'était lentement transformé en autre chose. J'étais devenue l'aide à domicile. Pratique mais pas tout à fait de la famille. Marc a fait glisser les papiers vers moi. « Signez là où il y a les post-it », a-t-il dit la voix plate. C'était le plus long échange que nous ayons eu depuis des semaines. Alors que j'attrapais le stylo, ma main a légèrement tremblé. « Qu'est-ce que je cède exactement ?» ai-je demandé, ma voix plus faible que je ne l'aurais voulu. Chloé a soupiré ce son exaspéré que je ne connaissais que trop bien. « Maman, ce ne sont que des formalités. Tout ce que papa nous a laissé à toutes les deux. La maison, les comptes, ses placements. Nous en avons déjà parlé. » Je n'avais parlé de rien. Depuis la mort de Jean-Pierre, les discussions financières avaient lieu sans moi à huis clos. Mais j'ai hoché la tête et j'ai commencé à signer. « Je suis content que ce soit enfin réglé », a dit Marc à Chloé, comme si je n'étais pas là. « Nous allons pouvoir avancer avec les rénovations le mois prochain. » Des rénovations dans ma maison, la maison que Jean-Pierre et moi avions construite ensemble,
J'ai fait une pause, le stylo suspendu au-dessus du post-it suivant. Quelle rénovation! Les yeux de Chloé ont croisé les miens. Il y avait quelque chose de froid et d'inconnu en eux. On va tout vider. C'est démodé. Et nous avons besoin de l'espace pour recevoir. Mais c'est ma maison, ai-je murmuré. C'est juste une maison maman. Et techniquement, c'est notre maison maintenant. J'ai senti l'air quitter mes poumons. Je ne comprends pas. Chloé s'est penchée en avant, posant ses mains manucurées à plat sur la table. Laisse-moi être claire. On a fini de jouer à la petite famille. Tu es resté avec nous parce que c'était logique quand Léo était plus jeune. Il est à l'école à plein temps maintenant. Mais je pensais... Tu pensais quoi? Que tu vivrais avec nous pour toujours. C'était pas l'accord. J'ai fixé ma fille, cette étrangère, aux yeux familiers. Quel accord, je suis venue vous aider après la mort de votre père. Et nous avons apprécié, mais il est temps que tu trouves ton propre logement. Mon stylo a heurté la table avec un bruit sec. Où vais-je aller? Pour la première fois, Marc a semblé mal à l'aise, mais l'expression de Chloé est restée impassible. Il y a une belle résidence pour seniors au Tilleul doré. Nous nous sommes déjà renseignés pour toi. Les mots m'ont frappé comme des coups physiques. Une maison de retraite. Ils avaient planifié cela. Toutes ces conversations à voix basse, les questions soudaines sur les meubles que je voulais garder la mention, désenvoltes d'une vieille amie qui adorait sa nouvelle résidence. J'ai repris le stylo, un calme étrange s'installant en moi. Je signerais, je sortirais, je disparaîtrais de leur vie parfaitement organisée. Alors que j'ajoutais ma dernière signature, Chloé a rassemblé les papiers sans un mot de remerciement. Elle les a glissés dans une chemise, cartonné son alliance, captant la lumière fluorescente. L'alliance que Jean-Pierre avait aidé Marc à choisir pour elle. C'est tout, ai-je demandé en me levant lentement. C'est tout, a confirmé Marc, n'osant toujours pas croiser mon regard. J'ai serré mon sac à main, je me suis tournée pour partir, mais la voix de Chloé m'a arrêtée. Maman, ne rends pas les choses plus difficiles qu'elles ne le sont. Tu ne fais pas partie de la famille. Tu es seulement resté parce que c'était pratique pour nous tous. Les mots ont coupé plus profondément que n'importe quel couteau. Je ne me suis pas retournée. Je ne l'ai pas laissé voir les larmes qui me montaient aux yeux. J'ai simplement continué à marcher mes pas, résonnant dans le couloir. 3 semaines plus tard, elle découvrirait ce que j'avais réellement signé. 3 semaines plus tard, tout changerait. Mais à cet instant, alors que je marchais vers ma voiture sous la pluie, je n'étais qu'une vieille femme au cœur brisé, sans aucun endroit à appeler chez moi. Ma petite chambre de motel semblait à la fois claustrophobe et terriblement vide, alors que je déballais l'unique valise d'effets personnels que Chloé avait jugé mien. Le reste de ma vie, 4 décennies de souvenirs de bibelots et de trésors, étaient restés dans la maison qui n'était plus la mienne. J'ai posé la photographie de Jean-Pierre sur la table de chevet, mes doigts s'attardant sur son visage souriant. « Tu serais tellement déçu », lui ai-je murmuré. Cette nuit-là, le sommeil m'a fui. Chaque fois que je fermais les yeux, les souvenirs affluaient non pas comme de douces vagues, mais comme un tsunami dévastateur. Je me suis souvenu de Chloé, petite fille, ses dents de lait tombées, se précipitant pour me montrer sa dictée avec la bonne note entourée en rouge. Je me suis souvenu de sa remise du baccalauréat, de la fierté de Jean-Pierre et de moi-même, alors qu'elle prononçait son discours de major de promotion. Je me suis souvenu du jour de son mariage de Jean-Pierre, qui m'avait murmuré « On a bien réussi, Hélène », alors que nous la regardions danser avec Marc. Et puis il y a eu le diagnostic de Jean-Pierre. Cancer du pancréas, 6 mois, avait dit le médecin. Il a vécu 8 mois se battant avec toute la force qu'il avait. Promettez-moi de prendre soin l'une de l'autre, avait murmuré Jean-Pierre sur son lit d'hôpital, tenant à la fois ma main et celle de Chloé. Nous avions toutes les deux hoché la tête, les larmes coulant sur nos visages. Une promesse que j'avais tenue, une promesse qu'elle avait jetée aux oubliettes. Quand Jean-Pierre est mort, Chloé était enceinte de Léo. Elle et Marc venaient d'acheter leur nouvelle maison. Leur carrière décollait et ils étaient dépassés. Il a semblé naturel qu'ils me suggèrent d'emménager pour les aider avec le bébé. Juste le temps qu'on trouve nos marques maman, avait dit Chloé. Ça signifierait tout pour nous. J'ai vendu mon petit appartement sans hésiter. À quoi me servait-il? Ma famille avait besoin de moi. La première année avec Léo fut un tourbillon de biberons nocturnes, de premiers sourires et de la joie pure de voir une nouvelle vie s'épanouir. Chloé a repris le travail et je me suis installée dans une routine avec mon petit-fils. Nous sommes devenus une équipe, Léo et moi, mais au fil des années, quelque chose a changé.
Les demandes de Chloé sont devenues des exigences. La gratitude de Marc s'est transformée en attente. La chambre d'amis est devenue la chambre d'Hélène, pas celle de maman ou de mamie. Pourrais-tu avoir le dîner prêt pour 10 à 9 heures, les Dubois viennent pour l'apéritif. Léo doit être récupéré plus tôt à l'école aujourd'hui. L'un de nous sera à la maison vers 20 heures. Nous avons ce gala de charité ce soir. Ça ne te dérange pas de t'occuper du coucher, encore une fois. Ça ne me dérangeait pas. Pas vraiment. J'aimais Léo. J'aimais faire partie de sa vie. Mais lentement, invisiblement, j'étais en train d'être effacée. De mère à nounou, de famille à personnel. Il y a eu cet apéritif dînatoire de Noël où j'ai entendu Chloé me présenter à ses collègues. Voici Hélène. Elle nous aide avec Léo. Pas ma mère. Ça m'a piqué au vif. Puis il y a eu les kermesses de l'école où Chloé arrivait en retard, prenait le relais, avec un grand sourire, me remerciant gracieusement d'avoir assuré l'intérim, comme si j'étais une employée, pas sa grand-mère. La lumière du matin filtrait à travers les rideaux fins du motel avant que je ne finisse par m'assoupir, l'épuisement l'emportant sur le chagrin. Je me suis réveillée en sursaut, quelqu'un frappait à ma porte. Désorientée, j'ai cherché mes lunettes à tâtons et j'ai regardé l'heure. 10h37. Je ne dormais jamais aussi tard. « Madame Keller, vous devez libérer la chambre pour 11h si vous restez une nuit de plus », a crié une voix bourrue à travers la porte. « Oui, merci. Je descends tout de suite », ai-je répondu, ma voix rauque d'avoir pleuré et manqué de sommeil. Je me suis habillée lentement, mes articulations protestant plus que d'habitude. L'âge ou le cœur brisé, difficile de faire la différence parfois. Alors que je rassemblais mes maigres affaires de toilette dans la salle de bain, mon téléphone a sonné. Le nom de Chloé s'est affiché à l'écran. Mon cœur a fait un bond traîtreusement. Avait-elle changé d'avis? Appelait-elle pour s'excuser? J'ai répondu en essayant de cacher l'espoir dans ma voix. Allô, maman, où es-tu? Son ton était purement professionnel. Au motel Dupont sur la Nationale 7. Un motel, mon Dieu. Pourquoi n'es-tu pas allée chez tante Catherine? Catherine vivait à 3 heures de route et ne m'avait pas adressé la parole depuis l'enterrement de Jean-Pierre où elle m'avait accusé de monopoliser la sympathie. Chloé le savait. J'avais besoin d'un endroit proche, ai-je simplement dit. Peu importe. Écoute, j'ai besoin du carnet de santé de Léo pour sa colonie de vacances. Où l'as-tu mis? Pas comment vas-tu? Pas est-ce que ça va? Juste une autre demande. Dans le classeur, dans le bureau. 3e tiroir dossier bleu. Super, merci. Elle a fait une pause. Alors, tu as réfléchi aux tilleuls dorés? Ils ont une place de libre le mois prochain. La maison de retraite. Comme si j'y avais réfléchi plutôt que de me l'avoir imposée. Je ne pense pas que les tilleuls dorés soient pour moi, ai-je dit, me surprenant moi-même par la fermeté de ma voix. Maman, ne sois pas difficile. C'est un endroit agréable. Ils ont des activités et des gens de ton âge. J'ai dit non, Chloé. Un soupir sec. Très bien, mais tu dois trouver une solution. La mère de Marc veut utiliser la chambre d'amis quand elle viendra nous voir le mois prochain. Bien sûr, l'autre grand-mère. Celle qui envoyait des cadeaux coûteux et partait en vacances de luxe avec Chloé et Marc, mais passait rarement de temps réel avec Léo. Je comprends, ai-je répondu, même si ce n'était pas le cas. Je ne pouvais pas comprendre comment ma fille était devenue cette personne. Bien. Je te dirai quand nous déménagerons tes affaires. Elle a raccroché avant que je puisse répondre. Je suis restée à fixer le téléphone, un étrange sentiment de clarté m'envahissant. Cet appel si froid et transactionnel cristallisait tout ce que j'avais ressenti mais que je n'arrivais pas à articuler. Pendant des années, j'avais trouvé des excuses au comportement de Chloé. Elle était stressée. Elle était ambitieuse. Elle avait tellement de choses à gérer. Mais la vérité était plus simple et plus douloureuse. Elle ne m'accordait tout simplement plus de valeur. Je me suis assise sur le bord du lit du motel, la photo de Jean-Pierre entre les mains. J'ai tenu ma promesse, lui ai-je dit. J'ai pris soin d'elle. Mais elle ne prend pas soin de moi. Mes yeux sont tombés sur mon sac à main en cuir usé, où se trouvait la copie des documents de la veille. Les documents que j'avais signés si docilement, les papiers que j'avais subtilement modifiés en cochant une seule case avant de signer,
Un petit acte d'autodéfense que Chloé et Marc, dans leur précipitation et leur arrogance, n'avaient absolument pas remarqué. Dans 3 semaines, lorsque la procédure serait finalisée, ils découvriraient ce que j'avais fait. Non par méchanceté, mais par nécessité. La maison de Carnac que Jean-Pierre m'avait laissée en pleine propriété, notre sanctuaire secret, resterait mienne et non une partie de la succession qu'il se partageait si avidement. C'était pas une fortune, mais c'était quelque chose. C'était à moi. Et pour la première fois depuis des années, je me suis permis de penser non pas à ce dont Chloé avait besoin, mais à ce dont moi j'avais besoin. J'ai repris mon téléphone cette fois pour appeler un numéro que je n'avais pas composé depuis des années. Allô, maître Dubois, c'est Hélène Keller. J'aurais besoin de vos conseils juridiques. L'étude de maître Dubois sentait les vieux livres et le café. À 72 ans, il était à moitié à la retraite, mais il avait été l'ami de Jean-Pierre pendant 40 ans et le notaire de notre famille pendant presque aussi longtemps. Ses sourcils se sont haussés en examinant les documents que j'avais apportés. Hélène, vous avez coché la case 14C. Il m'a regardé par-dessus ses lunettes de lecture. Compreniez-vous ce que vous faisiez ? J'ai hoché la tête lissant ma jupe avec des mains tremblantes. Oui. Et ils n'ont rien remarqué. Ils n'ont même pas regardé. Marc m'a juste dit où signer. Maître Dubois s'est adossé à son fauteuil, un sourire se dessinant au coin de ses lèvres. Jean-Pierre aurait apprécié l'ironie. Il avait raison. Jean-Pierre avait toujours admiré la force tranquille, celle qui ne s'annonce pas. Au cours de nos 43 ans de mariage, je l'avais vu déjouer d'innombrables hommes d'affaires agressifs, avec rien de plus que de la patience et une attention aux détails. Parlez-moi encore de la maison, ai-je demandé bien que je connaisse l'histoire par cœur. Je voulais juste l'entendre de la part de quelqu'un qui se souvenait de Jean-Pierre avec tendresse. Le regard de maître Dubois s'est adouci. Il y a 4 ans, juste après son diagnostic, Jean-Pierre est venu me voir. Il voulait vous protéger, s'assurer que vous auriez toujours un endroit qui serait à vous seul. Il a tapoté le dossier. La maison de Carnac était son cadeau pour vous. Il s'est spécifiquement arrangé pour qu'elle reste séparée de la succession familiale. La maison de Carnac, notre petit sanctuaire au bord de la mer. Nous l'avions acheté pour une bouchée de pain il y a 30 ans quand la région n'était pas encore très développée. Jean-Pierre avait vu le potentiel de cette petite maison de pêcheur en pierre avec sa vue imprenable sur l'océan. Au fil des ans, nous l'avions rénovée petit à petit, la transformant en notre paradis personnel. La propriété a triplé de valeur depuis que vous l'avez achetée, a poursuivi maître Dubois. Une estimation prudente la situe à environ 2 800 000 € maintenant. J'ai eu le souffle coupé. Autant que ça. La région a explosé au cours de la dernière décennie. De plus, Jean-Pierre a fait des investissements judicieux avec les revenus locatifs. Il y a un compte bien garni, rattaché à la propriété. Une sensation étrange m'a envahi. Pas tout à fait de la joie, pas tout à fait de la vengeance, mais quelque chose entre les deux. Pendant des années, Chloé et Marc m'avaient traité comme si j'étais financièrement dépendante d'eux, oubliant commodément que je les avais soutenus d'innombrables fois. Quand le découvriront-ils ? Ai-je demandé. 3 semaines à peu de choses près. Lorsque la finalisation de la succession sera effective, ils se rendront compte que la propriété de Carnac n'a pas été incluse. Maître Dubois a fait une pause. Hélène, ils vont être furieux. J'ai souri tristement. Ils sont déjà furieux, maître Dubois. Ils ne le savent juste pas encore. Le lendemain, j'ai quitté le motel. Maître Dubois avait insisté pour que je reste dans sa maison d'amis le temps que je décide de la suite. Marjorie me tuerait si elle savait que je vous ai laissé dans ce bouge, avait-il dit faisant référence à sa défunte épouse. La maison d'amis était un charmant petit pavillon derrière sa maison principale, avec un petit jardin et suffisamment d'intimité pour réfléchir clairement. Pour la première fois depuis des jours, j'ai passé la matinée à appeler les quelques amis que j'avais réussi à garder malgré la subtile désapprobation de Chloé. La plupart ont été choqués d'apprendre ce qui s'était passé. Mais pourquoi ferait-il ça ? N'arrêtez pas de demander mon amie Françoise après tout ce que tu as fait pour eux. Je n'avais pas de réponse. Ou plutôt j'en avais trop. La cupidité, le sentiment que tout leur était dû le lent poison de tenir quelqu'un pour acquis, jusqu'à ce qu'il devienne invisible. Le 3e jour chez Maître Dubois, je me suis retrouvée à trier l'unique valise d'effets personnels que j'avais réussi à emporter. Au fond, enveloppé dans un foulard, se trouvait un petit carnet relié en cuir, le journal de Jean-Pierre. Il me l'avait donné lors de son dernier Noël, son écriture tremblante mais déterminée. « Lis-le quand tu auras besoin de te souvenir de nous », avait-il murmuré.
Je ne l'avais jamais ouvert trop effrayé par le chagrin qu'il pourrait déchaîner. Mais maintenant, assise dans le calme du jardin, je me sentais prête. J'avais besoin de la voix de Jean-Pierre, de sa sagesse. La première entrée était datée de peu après son diagnostic, 15 septembre 2010 à 9. Hélène ne sait pas que j'ai vu clair dans le jeu de Chloé. Notre fille a toujours été intelligente, mais elle pense que je ne remarque pas comment elle réorganise déjà nos vies, prenant des décisions sur l'avenir d'Hélène. J'ai toujours été fière de l'ambition de Chloé, mais je crains qu'elle n'ait endurci son cœur. J'ai parlé à Maître Dubois aujourd'hui pour protéger Hélène. La maison de Carnac sera sa sécurité, son refuge si nécessaire. J'ai tout arrangé pour la garder séparée de la succession principale. Chloé ne le saura pas avant qu'il ne soit trop tard pour contester. J'espère que je me trompe sur notre fille. J'espère que lorsque je ne serai plus là, elle montrera à Hélène l'amour et le respect qu'elle mérite, mais j'ai vu la froideur dans ses yeux quand elle pense que personne ne la regarde, la façon dont elle parle à sa mère quand je suis sortie de la pièce. Hélène croit au meilleur en chacun, surtout en ses enfants. C'est sa plus grande force et sa plus grande vulnérabilité. Elle ne verra pas cela venir avant qu'il ne soit trop tard. J'ai fermé le carnet, les larmes coulant sur mon visage. Jean-Pierre avait su depuis le début. Il avait vu ce que je ne pouvais pas supporter de reconnaître que Chloé prévoyait de se débarrasser de moi depuis des années. L'entrée suivante confirmait mes craintes. 3 décembre 2010 à 9. J'ai surpris une conversation entre Chloé et Marc sur les options de prise en charge pour Hélène après mon départ. Pas sur le fait de la faire vivre avec eux, mais sur des établissements où elle ne serait pas seule. Comme si parquer ma femme était lui rendre service. J'ai confronté Chloé. Elle a prétendu qu'ils exploraient juste toutes les possibilités. Le regard dans ses yeux quand elle pensait que je ne la regardais pas racontait une autre histoire. Elle voit sa mère comme un fardeau, une obligation à gérer. J'ai ajouté plus de fonds sur le compte séparé d'Hélène. Maître Dubois a les détails. La maison de Carnac n'est pas seulement une propriété, c'est son indépendance. Page après page, le journal révélait la bataille silencieuse de Jean-Pierre pour assurer mon avenir, son inquiétude croissante quant au caractère de Chloé, son amour, pour moi transparaissant dans chaque mot. Dans sa dernière entrée écrite, quelques jours seulement avant sa mort, Jean-Pierre semblait en paix. 28 avril 2020. Tout est en place pour Hélène. La maison de Carnac les compte, tout est sécurisé à son seul nom. Chloé ne se doute de rien. Mon plus grand regret est de laisser Hélène affronter seule ce qui s'en vient. Mais elle est plus forte qu'elle ne le pense. Le moment venu, elle trouvera cette force. Je l'aime depuis que nous sommes presque des enfants. Elle mérite tellement mieux que ce que Chloé prépare. J'espère qu'un jour notre fille réalisera ce qu'elle est en train de jeter. Pas seulement l'amour de sa mère, mais sa propre capacité à la compassion. Hélène, si tu lis ceci, souviens-toi que tu as toujours été assez, plus qu'assez, et tu mérites une vie remplie de la même bienveillance que tu as donnée aux autres. Ne les laisse pas te convaincre du contraire. J'ai fermé le journal le serrant contre ma poitrine, alors que le soleil commençait à se coucher sur le jardin de Maître Dubois. Pour la première fois depuis cette horrible journée à l'étude du notaire, je ressentais autre chose que du chagrin et de la trahison. Je me sentais prête. La sonnerie de mon téléphone a brisé le silence matinal du jardin de Maître Dubois. Je n'ai pas eu besoin de vérifier l'identité de l'appelant. La sonnerie spécifique que j'avais attribuée à Chloé des années auparavant retentissait dans l'espace paisible. Exactement 3 semaines s'étaient écoulées depuis ce jour à l'étude du notaire. J'ai pris une profonde inspiration et j'ai répondu « Allô Chloé, mais qu'est-ce que tu as fait ?» Sa voix était un mélange de glace et de feu. J'ai posé ma tasse de thé surprise de la stabilité de ma main. Je crois qu'il va falloir être plus précise. La maison de Carnac, elle n'est pas dans les papiers de la succession. Le notaire a dit que tu avais coché une sorte de case qui l'a maintenue séparée. La case 14C, ai-je dit calmement. Tu savais exactement ce que tu faisais. Elle criait presque maintenant. Tu nous as délibérément trompés. L'accusation m'aurait blessée 1 mois plus tôt. Maintenant, elle me faisait presque rire. J'ai signé les documents qu'on m'a demandé de signer. Si Marc et toi aviez pris la peine de les examiner correctement, vous l'auriez peu être remarqué. C'est du vol. Non, Chloé. C'est à moi. La maison de Carnac a toujours été à moi. Jean-Pierre me l'a laissée spécifiquement en dehors de la succession. Il s'en est assuré.
Papa n'aurait jamais... Ton père savait exactement ce qu'il faisait, l'ai-je interrompu surprise par ma propre fermeté. Il a vu comment tu me traitais même avant de mourir. Il voulait s'assurer que je serais protégée. Le silence à l'autre bout du fil s'est étiré pendant plusieurs secondes. On arrive, a-t-elle finalement dit. Où est-ce que tu loges? J'ai hésité. Une partie de moi voulait refuser garder mon sanctuaire privé, mais une autre partie, être la plus forte, voulait lui faire face tenir bon. Je suis dans la maison d'amis de Maître Dubois. Le vieux notaire. Pourquoi est-ce que tu... Peu importe. On sera là dans 1 heure. L'appel s'est terminé brusquement. Je suis restée assise immobile pendant plusieurs minutes, digérant ce qui venait de se passer et ce qui allait arriver. Puis j'ai appelé Maître Dubois. Ils sont en route, lui ai-je dit. Juste Chloé et Marc, je pense. Voulez-vous que je sois présent? A-t-il demandé son inquiétude évidente. Non. Je dois faire ça seule. J'ai fait une pause. Mais peu. Être resté à proximité. Je serai dans la maison principale. Criez, si vous avez besoin de moi. J'ai utilisé l'heure suivante pour me préparer non seulement émotionnellement, mais aussi physiquement. J'ai pris une douche, je me suis coiffée, et j'ai enfilé ma robe bleu marine préférée, celle dont Jean-Pierre disait toujours qu'elle faisait briller mes yeux. Je voulais que Chloé me voie non pas comme la mère mise au rebut, mais comme la femme, que j'étais vraiment forte, digne entière. Quand la sonnette a retenti, j'étais prête. Chloé se tenait sur le perron Marc légèrement en retrait. Elle portait son tailleur de combat, celui qu'elle réservait aux négociations importantes. Ses yeux se sont légèrement écarquillés en me voyant comme si elle s'attendait à me trouver débraillée et brisée. « Entrez », ai-je dit en m'écartant. Ils sont entrés dans la petite maison d'amis, le regard de Chloé, balayant d'un œil critique le mobilier modeste. Je les ai conduits au petit salon où j'avais préparé du café et les madeleines au citron préférées de Chloé, celles que je lui préparais pour ses goûters d'école. « Allons droit au but », a dit Chloé, ignorant les rafraîchissements offerts. « Tu as délibérément soustrait la propriété de Carnac de la division de la succession ?»« Je n'ai rien soustrait », ai-je répondu d'un ton égal. « La maison de Carnac n'a jamais fait partie de la succession pour commencer. Votre père me l'a laissé directement. C'est impossible. » Tout devait être divisé à part égale. Pas tout. Jean-Pierre a pris des dispositions spécifiques pour moi. La maison de Carnac était ma sécurité. Marc s'est éclairci la gorge parlant pour la première fois. La propriété vaut près de 3 millions d'euros maintenant. J'en suis consciente. Sois raisonnable, Hélène, a-t-il dit abandonnant le maman, qu'il utilisait depuis 15 ans. C'est un actif considérable. Il devrait être partagé. Je l'ai regardé fixement. Comme votre maison était partagée avec moi, avant que vous ne décidiez que j'étais devenu un inconvénient, il a eu la décence de détourner le regard. Chloé arpentait la petite pièce, ses talons claquant agressivement sur le parquet. « C'est ridicule. Tu es mesquine parce qu'on t'a demandé de déménager. » « Vous ne m'avez pas demandé, Chloé. Vous m'avez informé que j'étais mise au rebut. » J'ai gardé ma voix calme. « Et vous ne m'avez pas seulement demandé de déménager. Tu m'as dit que je ne faisais pas partie de la famille. Je n'ai jamais dit « Tu ne fais pas partie de la famille. Tu es seulement resté parce que c'était pratique. » Ce sont tes mots exacts. Sa bouche s'est ouverte puis s'est refermée. Pendant un bref instant, quelque chose comme de la honte a vacillé sur son visage. « J'étais contrariée, » a-t-elle finalement dit. « Mais ça ne change rien au fait que tu nous as délibérément trompés au sujet de la maison de Carnac. » Non. J'ai simplement protégé ce qui m'appartenait de droit, exactement comme votre père l'avait prévu. Marc s'est penché en avant, adoptant sa posture de négociation. Écoutez, on peut trouver un arrangement. Vendez la propriété et divisez les bénéfices. Ce serait juste. Juste. Le mot avait un goût amer dans ma bouche. Était-ce juste quand j'ai vendu mon appartement pour emménager avec vous, quand j'ai passé 5 ans à élever votre fils pendant que vous construisiez vos carrières, quand vous me présentiez comme l'aide plutôt que comme votre mère? Marc a eu la décence de paraître mal à l'aise. Mais l'expression de Chloé s'est durcie. Toujours la martyre a-t-elle lancé. Personne ne t'a forcé à aider avec Léo. Non, c'est vrai. J'ai aidé parce que je l'aime. Parce que c'est ce que fait une famille. Et maintenant tu nous punis en gardant la maison de Carnac. J'ai pris une profonde inspiration.
Je ne punis personne, Chloé. Je prends simplement soin de moi puisque vous avez clairement montré que vous ne le feriez pas. Un bruit soudain venant de l'extérieur a attiré notre attention. Par la fenêtre, je pouvais voir Léo faire du vélo dans l'allée de Maître Dubois, avec Maître Dubois faisant semblant de le poursuivre. Le rire du garçon flottait à travers la fenêtre ouverte. C'est... Chloé s'est levée brusquement. Tu as vu Léo dans notre dos? Non. Il est ici avec Maître Dubois. C'est la première fois que je le vois depuis que je suis partie. Chloé s'est approchée de la fenêtre regardant son fils jouer. Pendant un instant, son expression s'est adoucie. Il a demandé après toi, a-t-elle admis à contre-cœur. Il veut savoir quand mamie rentre à la maison. Les mots m'ont transpercé le cœur. Qu'est-ce que tu lui as dit? Que tu avais besoin d'un peu de temps pour toi. Elle s'est retournée vers moi. Qu'est-ce que j'étais censée dire qu'on t'avait mise à la porte? Tu aurais pu lui dire la vérité. Que vous aviez décidé que vous n'aviez plus besoin de moi. Marc s'est levé rejoignant Chloé à la fenêtre. Écoutez, ça ne nous mène nulle part. Le fait est que nous devons résoudre le problème de la propriété. J'ai redressé les épaules. Il n'y a rien à résoudre. La maison de Carnac est à moi. Votre père s'en est assuré. On pourrait contester, a menacé Chloé. Allez au tribunal. Vous pourriez essayer, ai-je convenu. Mais Maître Dubois a toute la documentation montrant que c'était le souhait explicite de Jean-Pierre. De plus, tu as signé les papiers toi aussi, Chloé. Son visage s'est empourpré de colère. Ce n'est pas fini. En fait, si. Je me suis levée, signalant la fin de notre conversation. Je vous ai donné à tous les deux 15 ans de soutien indéfectible. J'ai aimé votre fils comme le mien. Je ne me suis jamais plainte. Je n'ai jamais demandé de reconnaissance. Et quand vous avez décidé que j'étais jetable, je suis partie sans me battre. Je me suis dirigée vers la porte et je l'ai ouverte. La maison de Carnac n'est pas négociable. C'est ma maison maintenant, mon sanctuaire exactement comme Jean-Pierre l'avait prévu. Chloé m'a dévisagé son expression, un mélange de rage et d'autres choses. Être du respect, ou simplement de la surprise face à ma nouvelle assurance. Léo te manque, a-t-elle dit brusquement. Il pleure la nuit. Les mots étaient comme un couteau dans mon cœur, mais j'ai refusé d'être manipulée. Il est le bienvenu pour me rendre visite. Je suis toujours sa grand-mère, même si tu as décidé que je n'étais plus ta mère. Et où exactement te rendra-t-il visite, ici, dans cette maison d'amis? Non, ai-je dit, ma décision se cristallisant à cet instant. À la maison de Carnac. J'y emménage la semaine prochaine. La bouche de Chloé s'est ouverte. Tu ne peux pas être sérieuse. C'est à 3 heures de route. Je suis très sérieuse. C'est ma maison maintenant. Marc a posé une main sur le bras de Chloé, la guidant vers la porte. Nous devrions y aller. Alors qu'ils sortaient sur le perron, je les ai interpellés. Dites à Léo que je l'aime. Cela ne changera jamais, peu importe ce qui s'est passé entre nous. Chloé a fait une pause sans se retourner. Ce n'est pas ce que papa aurait voulu. J'ai souri tristement bien qu'elle ne puisse pas le voir. En fait, Chloé, c'est exactement ce qu'il voulait. Il me connaissait mieux que quiconque, et il te connaissait toi aussi. Ils se sont éloignés sans un autre mot, le dos droit et rigide. Par la fenêtre, je les ai regardés s'approcher de Léo, qui faisait toujours des cercles autour de Maître Dubois. Le garçon a repéré ses parents et a rapidement abandonné son vélo courant vers eux à bras ouverts. Mais avant de les atteindre, il s'est retourné et m'a fait un grand signe de la main à travers la fenêtre. Je lui ai répondu, les larmes me piquant les yeux. Ce n'était pas la fin, c'était juste le début. La maison de Carnac était exactement comme dans mes souvenirs et en même temps entièrement différente. Les volets bleus délavés par le sel, le porche qui grinçait la façon dont la lumière dansait sur le parquet l'après-midi. Tout cela était resté inchangé, mais maintenant sans le rire tonitruant de Jean-Pierre, remplissant les pièces sous ses lunettes de lecture, perpétuellement égarées sur diverses surfaces, la maison semblait à la fois vide et pleine de possibilités. Cela faisait 2 semaines que j'avais emménagé. 2 semaines à me réhabituer à la solitude, à apprendre à entendre à nouveau ma propre voix, sans le bruit de fond constant des attentes des autres. J'arrangeais des fleurs sauvages dans le vase préféré de Jean-Pierre quand le téléphone a sonné. Numéro inconnu. J'ai envisagé de laisser le répondeur, puis j'ai changé d'avis. Allô, Madame Keller.
Une voix d'homme hésitante. « C'est Marc ?» Ma main s'est crispée sur le combiné. « Marc ?» C'est inattendu. Je sais, il a fait une pause. En fait, je suis en ville près de chez vous. Je veux dire à Carnac. Pourquoi j'ai une conférence à Rennes. J'ai fait un détour pour... Je sais pas pourquoi je suis ici, honnêtement. Il semblait différent en quelque sorte. Moins sûr de lui, plus humain. Pourrions-nous parler en personne? Mon premier instinct a été de refuser de protéger le sanctuaire que j'avais créé, mais quelque chose dans sa voix m'a fait hésiter. Il y a un café qui s'appelle La Brise Marine sur la rue principale. Je peux vous y retrouver dans 30 minutes. Merci, a-t-il dit, et j'aurais juré qu'il le pensait vraiment. La Brise Marine était calme pour un samedi, juste quelques touristes s'attardant devant des déjeuners tardifs. J'ai repéré Marc immédiatement assis à une table dans un coin fixant sa tasse, comme si elle contenait les réponses à des questions qu'il ne s'était pas encore posées. Il s'est levé, en me voyant tirant maladroitement une chaise. « Merci d'être venu. » Je me suis assise l'étudiant. Il avait l'air fatigué, la façade lisse de l'homme d'affaires suffisamment fissurée pour laisser entrevoir l'homme tendu en dessous. « Pourquoi êtes-vous ici, Marc ?» Il a tourné son alliance, une habitude nerveuse que j'avais remarquée des années auparavant. J'ai beaucoup réfléchi, depuis notre dernière conversation. À ce que vous avez dit, à la façon dont nous vous avons traité, j'ai attendu ne voulant pas lui faciliter la tâche. Léo pleure pour vous tous les soirs, a-t-il poursuivi. Il ne comprend pas pourquoi vous êtes parti. Et que lui avez-vous dit? Marc a semblé sincèrement peiné. Rien qui ait du sens même plus pour moi. Il a pris une profonde inspiration. La vérité, c'est que je suis ici parce que je dois m'excuser. De toutes les choses que j'attendais de cette rencontre, des excuses n'en faisaient pas partie. Chloé ne sait pas que je suis là, a-t-il ajouté rapidement. Elle serait furieuse si elle le savait. Alors, pourquoi prendre ce risque? Il a regardé par la fenêtre vers l'océan, à peine visible au loin. Parce que je n'arrive plus à dormir. Parce qu'à chaque fois que je regarde Léo, je vois la peine dans ses yeux. Parce que je suis restée sans rien dire pendant que Chloé vous traitait comme si vous étiez jetable, et je sais que c'était mal. J'ai bu une gorgée de mon café, me donnant le temps de digérer ses paroles. Ce n'était pas seulement Chloé Marc. Vous étiez complice. Il a hoché la tête, acceptant l'accusation. Je l'étais. J'ai laissé faire parce que c'était plus facile. Parce que confronter Chloé, c'est... Il n'a pas terminé sa phrase. Difficile ai-je complété pour lui. Elle a toujours eu un caractère bien trempé. C'est une façon charitable de le dire. Il a eu un sourire amer. Elle est devenue, je ne sais pas comment le décrire, froide calculatrice. Pas seulement avec vous, avec tout le monde. Y compris avec vous. Son silence a été une réponse suffisante. Léo m'a demandé hier si on pouvait vous rendre visite. A-t-il dit après un moment. Je ne savais pas quoi dire. Chloé lui a même interdit de prononcer votre nom. La douleur de cette révélation était physique. Un couteau se tordant dans ma poitrine. Il a 7 ans. Il ne devrait pas être pris au milieu de tout ça. Je sais. Marc a croisé mon regard directement pour la première fois. C'est en partie pour ça que je suis ici. Seriez-vous d'accord pour le voir si je l'amenais sans que Chloé le sache? La question flottait entre nous, lourde de conséquences. J'ai pensé à Léo, à son sourire édenté, à la façon dont il se blottissait contre moi pendant les orages, à ses questions infinies sur le monde. Mon petit-fils, mon cœur. Oui, ai-je dit simplement. J'aimerais beaucoup. Le soulagement a inondé le visage de Marc. Merci. Vous lui manquez terriblement. Il me manque aussi tous les jours. Nous sommes restés assis en silence un moment, le bruit ambiant du café remplissant l'espace entre nous. Il y a autre chose, a finalement dit Marc, sa voix plus basse. Quelque chose que vous devriez savoir. Qu'est-ce que c'est? Il a jeté un coup d'œil autour de lui comme s'il craignait d'être entendu. Chloé est différente depuis la mort de Jean-Pierre. Plus dure, plus concentrée sur les apparences et le statut que sur toute autre chose. J'avais remarqué. Non, c'est pire que vous ne le pensez. Il s'est penché en avant. Il y a 2 mois, je l'ai entendue au téléphone. Elle parlait à quelqu'un d'accélérer le calendrier maintenant que vous étiez hors du tableau. Le calendrier, pourquoi? Vendre votre maison de famille.
Je veux dire celle où vous avez vécu pendant 30 ans. J'ai froncé les sourcils. Mais cette maison ne vaut pas grand-chose. Elle est dans un vieux quartier et elle a besoin de travaux. Il ne s'agit pas de la maison, il s'agit du terrain. L'expression de Marc était sombre. Apparemment, des promoteurs sont intéressés. Le pâté de maison entier pourrait être reclassé en zone commerciale. Chloé est en pourparlers avec eux depuis plus d'1 an. La révélation m'a frappée comme un coup physique. 1 an, mais je vivais encore là-bas quand Jean-Pierre est mort. Elle planifiait ça alors que j'étais encore dans la maison. Marc a hoché la tête, incapable de croiser mon regard. C'est pour ça qu'elle était si pressée de vous faire entrer dans une maison de retraite. Les promoteurs veulent commencer les travaux au printemps prochain. Je me suis adossée à ma chaise luttant pour absorber cette nouvelle trahison. Non seulement mise au rebut, mais délibérément déplacée pour que Chloé puisse profiter de la vente de ma maison. La maison où elle avait grandi, où chaque encadrement de porte était marqué de sa taille au fil des ans, où Jean-Pierre et moi avions construit notre vie ensemble. « Je suis désolée, a dit Marc tranquillement. J'aurais dû vous le dire plus tôt. Je ne savais pas comment. Pourquoi me le dire maintenant ?» Il avait l'air troublé. « Parce que c'est mal. Parce que Léo a trouvé les albums photos que vous aviez stockés au grenier, les albums avec toutes les photos de famille, à la poubelle la semaine dernière. Chloé les avait jetés. Sa voix s'est légèrement brisée. Il pleurait, il essayait de les récupérer, et Chloé, elle lui a juste dit que c'était des déchets, qu'il fallait désencombrer avant de déménager. J'ai fermé les yeux, imaginant la confusion et la détresse de Léo. Quand je les ai rouverts, Marc me regardait avec quelque chose qui ressemblait à du respect. « Vous êtes plus forte que nous tous, Hélène. Vous l'avez toujours été, je le vois maintenant. Pas plus forte, juste plus âgée. J'ai eu plus de pratique pour survivre. » Il a souri tristement. « Est-ce que samedi prochain n'irait pour ramener Léo ? Je pourrais dire à Chloé que je l'emmène à la pêche. » J'ai hoché la tête surprise par la vague de joie qui montait dans ma poitrine. Oui, samedi serait parfait. Alors que nous nous séparions devant le café, Marc a hésité puis a dit « Jean-Pierre serait fier de vous, de tenir bon de trouver votre voie. » Cette gentillesse inattendue m'a mis les larmes aux yeux. Merci d'avoir dit ça. Je l'ai regardé s'éloigner. Cet homme que je pensais connaître. Cette personne qui se révélait lentement être plus complexe que je ne l'avais réalisé. Pas un héros certainement pas irréprochable, mais peu. Être pas entièrement un méchant non plus. Sur le chemin du retour, je me suis surprise à penser aux secondes chances. Pas pour Chloé. Certaines blessures sont trop profondes pour une guérison facile. Mais pour les morceaux fracturés de la famille qui restaient, pour Léo, pour moi-même, peu, être même d'une manière limitée pour Marc. L'horizon s'étendait devant moi infini et bleu alors que je tournais sur la route côtière qui menait à ma maison. Ma maison, ma vie, mes conditions. Pour la première fois depuis des années, je sentais poindre les prémices d'un véritable espoir. Le samedi matin s'est levé clair et lumineux. Le genre de journée de septembre qui semble suspendue entre les saisons, la chaleur de l'été, s'attardant dans l'air tandis que la fraîcheur de l'automne attend juste au coin. J'étais debout depuis l'aube, incapable de contenir mon impatience. Léo venait aujourd'hui. J'avais passé toute la semaine à me préparer, j'avais fait ses biscuits aux pépites de chocolat préférées, préparé la chambre d'amis avec des couvre-lits colorés et une veilleuse au cas où, et dégagé un espace sur la plage pour le cerf-volant que je lui avais acheté. Je voulais que tout soit parfait, même si je savais que le plus important était simplement d'être à nouveau ensemble. À 10 heures précises, une voiture s'est garée dans l'allée. J'ai regardé par la fenêtre, Marc aidait Léo à sortir de son rehausseur. Le garçon a regardé autour de lui avec curiosité, observant la maison au bardeau patiné et l'océan juste visible derrière les dunes. Puis il m'a vu à la fenêtre. Son visage s'est transformé, s'illuminant d'un sourire si radieux qu'il m'a mis les larmes aux yeux. Il s'est libéré de la main de Marc et a couru à toute vitesse vers le porche, trébuchant presque dans sa hâte. J'ai ouvert la porte en grand juste, au moment où il atteignait les marches. Et puis il était dans mes bras, son petit corps s'écrasant contre le mien, avec la force d'un minuscule ouragan. « Mamie, mamie, tu es là !» Je l'ai serré, fort respirant l'odeur familière de ses cheveux encore douces, comme celle d'un bébé à 7 ans, mélangée aux légères traces du shampoing aux agrumes qu'il avait toujours insisté pour avoir. « Je suis là, mon chéri. Tu m'as tellement manqué. Toi aussi, tu m'as manqué. »
Maman a dit que tu étais partie, mais je savais que tu ne partirais pas sans dire au revoir. Mon cœur s'est serré devant la foi innocente de ses paroles. Par-dessus l'épaule de Léo, j'ai croisé le regard de Marc. Il se tenait maladroitement près de la voiture, les mains dans les poches, l'inquiétude gravée sur son visage. Je lui ai fait signe d'approcher. Entrés tous les deux. La matinée s'est déroulée dans un tourbillon de joie. Léo a exploré chaque recoin de la maison, s'exclamant devant les coquillages que j'avais ramassés la vue depuis la fenêtre de l'étage, le voilier en bois que Jean-Pierre avait sculpté des années auparavant. Il a bavardé sans fin, me racontant tout ce que j'avais manqué, sa dent qui bougeait, le projet scientifique pour lequel il avait gagné un prix, son nouvel ami à l'école, qui savait faire des roues parfaites. Marc est resté plutôt silencieux, nous observant avec une expression compliquée. Quand Léo est sorti pour faire voler son nouveau cerf-volant, Marc a finalement parlé. Je ne l'ai pas vu aussi heureux depuis des mois. J'ai hoché la tête regardant par la fenêtre le cerf-volant de Léo prendre le vent s'élevant haut au-dessus des dunes. Les enfants sont résilients, mais ils remarquent plus de choses qu'on ne le croit. Chloé pousse pour qu'il aille dans une école privée l'année prochaine, a dit Marc soudainement. En Suisse. Ça signifierait l'internat pendant la semaine. L'internat à 8 ans. Je ne pouvais pas cacher mon choc. C'est terriblement jeune. Je sais. J'ai essayé de l'en dissuader, mais elle est convaincue que c'est le meilleur moyen de lui assurer un avantage compétitif. Il a fait des guillemets en l'air avec ses doigts, son dégoût évident. Nous sommes restés silencieux tous deux, regardant Léo courir le long de la plage, le cerf-volant dansant au-dessus de lui. J'ai réfléchi à ce que vous avez dit, a poursuivi Marc après un moment. À la façon dont nous vous avons traité au genre de famille que nous sommes devenus, il a pris une profonde inspiration. Je ne suis pas fière du rôle que j'ai joué. Pourquoi avez-vous laissé faire ? Ai-je demandé doucement. C'était la question qui me hantait depuis des années. Il a réfléchi à sa réponse avec soin. Au début, c'était plus facile d'être d'accord avec Chloé, de me convaincre qu'elle savait ce qui était le mieux. Puis c'est devenu une habitude et après un certain temps, il a secoué la tête. Après un certain temps, je crois que j'avais peur d'elle. L'aveu est resté en suspens entre nous, brute et honnête. Elle n'est plus la personne que j'ai épousée. A-t-il ajouté doucement. Ou peut être qu'elle l'est, et que je ne voulais tout simplement pas le voir avant que je puisse répondre. Léo a fait éruption par la porte, les joues rouges d'excitation. Mamie, le cerf-volant est monté si haut. Tu as vu? Je l'ai vu, mon chéri. Tu es un pilote de cerf-volant né. On peut avoir des biscuits maintenant, papa a dit que tu avais fait des biscuits. J'ai ri reconnaissante de l'interruption. Certaines conversations n'étaient pas destinées aux jeunes oreilles. Bien sûr qu'on peut. Et après, que dirais-tu de m'aider à ramasser des coquillages pour ce bocal spécial que je t'ai montré ? Le oui enthousiaste de Léo a semblé alléger l'atmosphère, repoussant les ombres de notre conversation précédente. L'après-midi s'est déroulé agréablement. Nous avons marché sur la plage, ramassé des coquilles Saint-Jacques parfaites, construit un château de sable avec douves et pont-levis et sommes rentrés à la maison couverts de sable et contents. Après le dîner, un gratin de coquillettes au jambon, le plat préféré de Léo. Marc a regardé sa montre à contre-cœur. On devrait bientôt rentrer. On a dit à ta mère qu'on serait à la maison avant la nuit. Le visage de Léo s'est décomposé. On ne peut pas rester plus longtemps, s'il te plaît, papa. Marc et moi avons échangé un regard par-dessus la tête de Léo. Pas aujourd'hui, mon grand, a dit Marc doucement. Mais peu. Être qu'on pourra revenir bientôt ? Promis. Léo a regardé de l'un à l'autre, ses yeux grands et pleins d'espoir. Promis, a dit Marc fermement, me surprenant par sa conviction. Alors qu'il se préparait à partir, Léo m'a serré fort dans ses bras. Je ne veux pas partir. Je me suis agenouillée à sa hauteur, tenant ses petites mains dans les miennes. Je sais, mon chéri, mais tu peux m'appeler quand tu veux et je serai juste ici à t'attendre pour te revoir. Maman a jeté nos photos, a-t-il dit soudainement, sa voix toute petite. Celle de toi et de Pépé. J'ai essayé de les sauver, mais elle s'est fâchée. Mon cœur s'est brisé pour lui pris dans les tirs croisés de conflits d'adultes qu'il ne pouvait pas comprendre. J'ai plein de photos ici, je l'ai rassuré. La prochaine fois que tu viendras, on les regardera ensemble et peut être qu'on pourra en faire des copies que tu pourras garder. Il a hoché la tête solennellement. J'aimerais bien. Après un dernier câlin féroce, il a couru vers la voiture, nous laissant Marc et moi seuls sur le porche. Merci pour aujourd'hui, ai-je dit. Ça a compté énormément pour lui et pour moi. Marc a hoché la tête, son expression troublée.
Hélène, il y a autre chose que vous devriez savoir. Je pense à quitter Chloé. L'aveu m'a stupéfiée. À cause de la façon dont elle m'a traitée, c'est une partie de la raison. Mais c'est plus que ça. C'est ce qu'elle est devenue. La façon dont elle traite Léo quand personne ne regarde la pression constante, la manipulation émotionnelle, il a passé une main dans ses cheveux. J'ai consulté un avocat au sujet des arrangements pour la garde. J'ai pris un moment pour absorber cette révélation. Et vous me dites ça parce que je veux que Léo vous ait dans sa vie. Parce que le moment venu, j'aurais être besoin de votre témoignage sur ce que vous avez observé dans notre foyer. Il a détourné le regard. Et parce que je pensais que vous méritiez de le savoir. De la voiture, Léo agitait frénétiquement la main appelant son père de se dépêcher. Marc s'est tourné pour partir, puis a fait une pause. Nous n'aurions jamais dû vous faire ce que nous vous avons fait. J'espère qu'un jour vous pourrez me pardonner ma part de responsabilité. Je les ai regardés s'éloigner, le visage de Léo pressé contre la vitre, faisant des signes de la main jusqu'à ce qu'il disparaisse au tournant. Le coucher de soleil peignait le ciel d'orange et de rose brillant se reflétant sur la surface calme de l'océan. Je suis restée sur le porche longtemps après leur départ, contemplant le pardon, la famille et les étranges chemins sinueux que la vie prend parfois. 3 mois plus tard, par un matin de décembre vivifiant, ma sonnette a retenti. Par la fenêtre, je pouvais voir la voiture de Marc dans l'allée Léo, rebondissant d'excitation à côté. Mon cœur a bondi à la vue de mon petit-fils, cette joie inattendue dans ma vie. Mais il y avait quelque chose de différent cette fois-ci. La voiture était pleine à craquer des valises, des cartons, le dinosaure en peluche préféré de Léo visible à travers la vitre. J'ai ouvert la porte, alors qu'il s'approchait des questions dans les yeux. « On est parti », a dit Marc simplement. Pour de bon cette fois. J'ai regardé de lui à Léo, qui souriait largement malgré les circonstances. « Que s'est-il passé ? On en parlera plus tard », a dit Marc, jetant un regard significatif à Léo. Pour l'instant, on cherche un endroit où rester le temps que je règle les choses. Être quelque part par ici. Léo a suggéré qu'on vous demande si vous connaissez de jolis quartiers. La compréhension s'est faite. Ce n'était pas juste une visite, c'était un nouveau départ. J'ai regardé mon petit-fils, son visage plein d'espoir et ses yeux confiants. J'ai pensé à Jean-Pierre, à sa sagesse tranquille et à sa prévoyance. J'ai pensé au voyage qui m'avait amené ici, à ce moment de choix. Je connais peu être l'endroit idéal, ai-je dit, ouvrant la porte plus grand pour les accueillir. La maison que Jean-Pierre m'avait laissée n'était plus seulement mon sanctuaire. Elle devenait ce qu'elle avait toujours été censée, être un foyer rempli d'amour, de seconde chance et de la force tranquille qui vient du choix de la bienveillance plutôt que de l'amertume même quand le chemin est difficile. Alors que j'aidais Léo à porter son sac à dos à l'intérieur, j'ai aperçu l'océan par la fenêtre. Vaste, changeant et magnifique. Comme la vie elle-même, comme l'avenir qui s'étendait devant nous non écrit et plein de possibilités. Maintenant, je suis curieuse de vous connaître, vous, qui écoutez mon histoire. Qu'auriez-vous fait à ma place ? Avez-vous déjà vécu quelque chose de similaire ? Commentez ci-dessous. En attendant, je vous laisse sur l'écran final 2 autres histoires qui sont les préférées de la chaîne et qui vous surprendront certainement. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout.